Allez, fais-le. Prendre des risques, ça te dit quelque chose? C'est le comédien et conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Notre vrai invité, Hugo Dubé, qui est avec nous. Bonjour, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. Oui, prendre des risques, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous stimule? Parce que pour être capable de vivre une vie extraordinaire, je pense qu'il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et pourquoi je vous parle du risque? Ben écoutez, je prends un détour parce qu'aujourd'hui, je prends un risque. Parce que le sujet du podcast aujourd'hui, c'est de vous expliquer le mieux possible le scénario avec lequel nous allons devoir composer pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. C'est l'entrée de l'humanité dans la 4e révolution industrielle, la révolution 4.0. Et c'est un bouleversement intense et majeur comme jamais l'humanité en a connu. Et tout ça va transformer notre vie personnelle, professionnelle, sociale et économique. Nous sommes dans une époque extraordinaire, prometteuse et en même temps menaçante. La question qu'il faut se poser, peu importe le secteur d'activité, qu'on soit public, qu'on soit au privé, qu'on soit au début, au milieu ou à la fin de sa carrière, même à la retraite, peu importe l'âge, il y a une question qu'on doit se poser. C'est pas quand cette transformation-là va arriver, quand cette révolution-là va arriver, mais c'est plutôt quelle forme elle va prendre et à quel point elle va m'affecter. Moi, mes enfants, mon frère, ma sœur, les gens qui sont proches autour de moi. Et j'ai envie de citer quelqu'un que je trouve bien, il s'appelle Kevin Kelly, qui est un des cofondateurs du magazine Wired. Ça, c'est dans Silicon Valley. On parle de politique, de technologie, d'économie, de culture. C'est un magazine qui existe depuis 25 ans. Et Kelly dit... La technologie, c'est quelque chose qui devient prévisible. C'est comme la pluie. Prenez la pluie, on peut pas suivre une goutte de pluie. On sait pas où elle va aller, mais on peut suivre le torrent de la pluie et on sait que ça va vers le bas. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec la technologie. Lorsque Bell a inventé son téléphone, c'était inévitable. Par contre, ce qu'on pouvait pas savoir, c'est la naissance du iPhone, ça, on le voyait pas venir et tout ce que ça a impliqué. Même chose pour l'Internet. L'Internet, au début, c'était utilisé par l'armée. Après ça, le monde universitaire s'est mis à l'utiliser et tout d'un coup, on savait, tôt ou tard, que les civils étaient pour avoir droit à ce genre de communication. Mais on savait pas du tout. Ça, c'était inévitable. Par contre, on savait pas que c'était pour donner Twitter, Facebook. Et actuellement, la tendance qui est en train de se passer, la grande tendance pour les prochaines années, c'est de rendre les choses de plus en plus intelligentes. Prenez n'importe quoi autour de vous, que ce soit une pompe, que ce soit une éolienne, ajoutez-y l'intelligence artificielle et c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, le questionnement qu'on doit se poser, la question fondamentale, c'est à quel point toute cette automatisation va prendre le travail des humains. Combien de temps ça va prendre et jusqu'où allons-nous aller avec cette révolution-là? Je sais qu'au Québec et au Canada, actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs régions ont de la difficulté, ont peine à recruter des gens. Mais ce qu'il faut comprendre de cette tendance-là pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est que tout semble indiquer que les prochains emplois vont se concentrer dans des métiers intellectuels et créatifs et aussi manuels. Et tout ce qui est répétitif, tout ce qui est automatique, ben, ça risque d'être détruit massivement. À plus ou moins long terme, les emplois qui risquent le moins d'être affectés par tout ce bouleversement, toute cette automatisation, ben, c'est des emplois qui exigent des compétences sociales et des compétences créatives. Et c'est là que je veux entrer en scène pour vous avec ma conférence « Oser la bonne idée, tout peut s'enclencher » et mon livre La créativité à 4 lettres, VOUS, investissez dans votre potentiel créatif. Je vous invite à aller visiter mon site web, tout est indiqué. Donc, ça veut dire que nous aurons besoin de gens capables de développer des idées et aussi des gens capables de travailler avec les robots, avec les bots. Et là, je veux vous partager une entrevue d'un Français qui s'appelle Philippe Dessertine. Eh oui, il y a un nom français, c'est un Français. Lui, il est professeur et directeur du Haut Conseil des finances publiques en France, où il nous parle de la 4e révolution. Écoutez ça, on apprend beaucoup de choses et on revient tout de suite après.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Philippe Dessertine. Il va nous parler de la révolution industrielle 4.0. C'est Philippe Dessertine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez voulu faire passer comme message aujourd'hui? D'abord, cette révolution industrielle est d'une portée sans précédent. Ouais. C'est quelque chose d'absolument énorme qui est en train d'arriver, qui est d'abord enthousiasmant. Nous sommes en train de changer de modèle. Nous commençons un changement de modèle d'une profondeur absolument inouïe. C'est évidemment un changement de modèle économique, un changement de modèle de production, de consommation, mais même un changement de mode de vie. Indispensable par un certain nombre de pressions aujourd'hui sur l'humanité et sur l'économie en général, c'est-à-dire de l'évolution démographique de la planète. On est dans une expansion démographique extraordinaire, le dérèglement climatique. Donc nous devons changer de modèle. Or, c'est absolument providentiel, on va dire, c'est la providence, c'est la chance, c'est extraordinaire, ou c'est peut-être juste le hasard, mais quand même, c'est formidable de voir que ce changement de modèle est rendu possible par l'évolution en ce moment de la science. La science est vraiment en train de bouger très très fortement à l'échelle mondiale, et peut-être que nous tous, on va dire nous les gens de la rue, on s'en rend pas suffisamment compte. On en a un certain nombre de conséquences tout d'un coup, hop, qui émergent, et donc évidemment avec peut-être ce qui en est l'emblème, le téléphone portable aujourd'hui, mais à côté de ça, il y a 10 000 signes qui nous montrent que la science est en train complètement de transformer notre univers, et cette transformation, eh bien, elle va avoir des conséquences dans notre mode de fonctionnement du quotidien. L'origine, on va dire, du changement technologique et scientifique, c'est l'évolution des mathématiques. Donc c'est une capacité maintenant à gérer les big data. Et vous voyez, les big data, c'est aussi bien l'énorme mémoire que vous avez sur un téléphone portable par rapport à ce qu'on avait il y a simplement 5 ans, mais c'est aussi les big data appliqués au calcul lorsque vous allez faire de la génétique et vous allez décrypter le génome humain. C'est aussi le cœur du cerveau que vous avez dans un machine learning ou dans un robot ou dans l'intelligence artificielle dont on commence à parler maintenant. En fait, tout ça, c'est la même révolution. Comme quand on invente l'électricité, vous avez l'ampoule, mais après, vous allez avoir le moteur de votre machine à laver. Et ensuite, vous avez le moteur d'un train qui va à 400 km/h. C'est la même révolution industrielle qui continue et qui devient totalement protéiforme. Donc c'est ce que nous commençons à connaître aujourd'hui. Ce qui est en train d'arriver là, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun repère tellement c'est important. Vous avez l'impression d'être peut-être sur un sol stable. Dites-vous qu'il n'y a plus de sol stable nulle part. On va être en rupture absolument partout. Et l'entreprise, c'est un endroit très très intéressant pour ça, parce que c'est un endroit qui doit muter complètement. C'est un endroit qui doit essayer de recycler au maximum et au plus vite ces changements-là, qui doit les diffuser avec son personnel et qui doit les diffuser avec ses clients, avec son environnement. Alors, vous disiez également que la solution, la clé un peu de tout ça, c'est la déconcentration. Pourquoi ? Mais donc, déconcentration en général, en disant, en réalité, le modèle d'avant, celui issu des 2 premières révolutions industrielles, c'est un modèle où on concentrait les gens pour produire et pour consommer. Et là, le modèle qui est en train d'arriver, c'est exactement l'inverse. Une sorte d'approche qui serait une approche dans laquelle, justement, on va avoir la possibilité de produire près des gens. On n'est pas obligé de les rassembler. On peut produire près des gens. On peut distribuer au plus près des gens. Donc ce que vous commencez à avoir, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de vous déplacer. C'est la marchandise qui se déplace vers vous. Et aujourd'hui, Amazon commence à vous envoyer des produits frais. Produits périssables, vous vous rendez compte, le changement. Et donc votre réfrigérateur, oui, avec tout. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que c'est un monde meilleur, c'est un monde différent, adapté. Alors si, il est meilleur parce qu'il est adapté aux problèmes de l'homme. Mais après, l'homme est toujours l'homme, faut pas croire qu'on est en train de changer l'homme. C'est aussi un message qu'il faut faire passer. En disant, quand on parle de tout ça, souvent les gens ont peur en disant « Ah, mais l'humain là-dedans, l'humain il est au cœur, on change les outils, c'est tout. » Comme quand on a inventé le tracteur, parce qu'il fallait changer l'agriculture, parce qu'on avait déjà le début d'une explosion démographique. Là, on est en train de changer d'outils de manière extraordinaire. Mais ce sont des outils, c'est quand même toujours des gens derrière, avec leurs bons côtés et leurs mauvais côtés. Ça ne change pas non plus. Je ne veux pas être impoli, mais je vais intervenir à ce moment-ci dans l'explication de M. Dessertine parce qu'il dit des choses importantes. Lorsqu'il parle qu'on est en train de changer les outils, je trouve ça intéressant, et surtout la déconcentration. La déconcentration, est-ce que c'est aller chercher ce qui se faisait de mieux au 19e siècle et début du 20e siècle lorsqu'on était plus local? Prenons l'agriculture. Maintenant, on connaît de mieux en mieux les champs. On utilise la technologie de GPS
GPS, l'intelligence artificielle, pour faire en sorte que maximiser l'utilisation des champs. Le but, c'est de diminuer l'utilisation de l'eau potable, pesticides, herbicides, et en même temps aussi, on peut développer des serres où on utilise l'énergie solaire, éolienne. Après ça, on peut utiliser des toits verts, l'agriculture urbaine. C'est ça qui est la beauté. Et est-ce que c'est la déconcentration? Permettre à des humains de travailler à partir de chez eux. On utilise les nouvelles technologies, je ne sais pas, pour faire des téléconférences. C'est de plus en plus précis, de plus en plus facile, et on arrive à créer cette espèce de proximité qui est si chère lorsqu'on est en train de négocier, exemple. Et aussi, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, utiliser des bureaux partagés dans sa municipalité s'il faut rencontrer un client potentiel? Bref, le but de tout ça, c'est d'éviter des déplacements inutiles, créer des bouchons de circulation, l'utilisation d'énergie fossile, entre autres. Et l'autre élément que je trouve important, ce qu'il dit, c'est l'humain est au cœur de ces changements-là. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. On est un animal social. Et est-ce que cette déconcentration-là va nous donner plus de temps pour être en famille, entre amis, se divertir? C'est ce qu'on souhaite. Donc, déconcentration, on améliore les outils et surtout, l'humain est au cœur de tous ces changements-là. On retourne à M. Dessertine pour la conclusion et je vous reviens tout de suite après. Pour conclure, l'avenir, vous le disiez vous-même, c'est ces générations de jeunes. Quand on est en train de dire changement de modèle, le changement complet de notre société, souvent on se dit, mais en fait, ça veut dire quoi concrètement? En fait, si vous vous demandez ce que ça veut dire, vous regardez vos enfants. Vous êtes en train de regarder vos enfants, vous allez les voir changer, vous les avez... Mais ça veut dire effectivement que quand vous regardez la jeunesse, vous êtes en train de voir le modèle en train de se modifier. Il ne faut pas croire, c'était pas comme nous. Nous, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on gérait un modèle et on avait juste à l'améliorer. Là, on a à tout inventer. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir conscience. Nous avons tout à inventer. Répétons-le, on est sous pression. La question du dérèglement de l'environnement, qui est un des immenses enjeux de notre humanité contemporaine, c'est l'enjeu majeur. La révolution industrielle qui arrive va nous permettre de gérer ça, mais il n'y a pas de demi-mesure. Il faut y aller à fond et surtout dans l'enthousiasme. Je crois que c'est vraiment le mot qui doit représenter tout ce que je suis en train d'exprimer, l'enthousiasme. Et là, pour le coup, la jeunesse nous parle sans cesse d'enthousiasme. Merci beaucoup. C'est intéressant. Et ce que je retiens, c'est qu'il dit « Nous allons devoir utiliser notre enthousiasme. » Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus rien de stable. Tout est en train de bouger. Donc, il faut être en mouvement. Il faut comprendre que dans les prochaines années, on aura besoin d'un type d'intelligence, le raisonnement logique, méthodique, rationnel, mais aussi il va falloir avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence spatiale. Il en existe plus d'une centaine d'intelligences. Donc, avec toute cette intelligence-là, il va falloir, Kelly dit, et je le cite, il dit, nous allons faire des choses de façon très spécifique. On va prendre toute l'accumulation de ce savoir artificiel avec les bases de données et le big data, comme on appelle, et là, on va ajouter la compréhension dans l'intelligence artificielle. Ça veut dire que, exemple, la calculatrice que vous avez dans votre téléphone, on le sait tous, ça calcule plus vite que nous. Le système GPS dans notre mobile, notre portable, s'oriente mieux que nous dans l'espace. La raison pour laquelle ça va être extraordinaire d'incorporer tout ce savoir, remodeler tout ce savoir dans une structure de compréhension de l'intelligence artificielle et de l'incorporer dans une voiture autonome, c'est parce que cette voiture-là ne conduira pas comme nous. Son point fort, elle sera jamais distraite. Elle s'inquiétera pas à savoir si les fenêtres du salon sont restées ouvertes parce que là, il pleut en ce moment. Non, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va conduire. C'est une nouvelle forme d'intelligence qui s'offre à nous. Et là, je sais, je le souhaite à aucun humain, surtout sur la route. Son point fort, c'est qu'elle n'aura pas de conscience. Elle ne sera pas gênée, préoccupée par quoi que ce soit. Tout ce qu'elle veut faire, c'est de conduire. Ça veut dire que dans un avenir rapproché, l'intelligence artificielle sera en mesure de nous offrir, exemple, un transport collectif qui nous mènera du point A au point B de la façon la plus abordable, la plus rapide, la plus sécuritaire, la plus écologique possible. Donc,
Ce sera difficile à l'humain de concurrencer l'efficacité de l'intelligence artificielle parce que les robots vont faire beaucoup de tâches que nous faisions, beaucoup de tâches répétitives. Bref, on va être obligé de redéfinir nos métiers. On va être obligé d'ajouter de nouvelles catégories et ça nous offre des nouvelles possibilités qu'on a de la difficulté à imaginer. Faites juste penser que les jeunes aujourd'hui au primaire, 65% de leur job n'existe pas encore. Prenez juste les applications du téléphone mobile. Il n'y a pas si longtemps, lorsque Steve Jobs a créé son iPhone en 2007, bien déjà en 2008, il a permis à des développeurs d'applications à l'extérieur de Apple de proposer des applications. Mais de 2008 à 2015, c'est seulement 7 ans, ça a créé un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars, plus que le cinéma qui, lui, avait déjà 100 ans. L'important, c'est de comprendre que si nous pensons en termes de productivité, les tâches manuelles ou répétitives, bien, écoutez, ce sera exécuté par des robots. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus précis, sont plus rapides, sont plus efficaces, sont plus endurants. Et la musique. Qu'est-ce qui nous reste à nous, les humains? C'est la perte de temps. On est bon là-dedans. On est doué à faire beaucoup de choses inefficaces. Prenons la science. La science, au début, c'est complètement inefficace. C'est foncièrement inefficace, la science. Ça se développe par une succession d'échecs, d'erreurs, de tentatives. On fait des tests, des expériences, ça marche pas, et c'est là qu'on apprend, et on finit par s'ouvrir de nouvelles possibilités. L'innovation est inefficace par définition. On crée un prototype, on l'essaie, on l'améliore, on ajoute des trucs qui fonctionnent plus ou moins. On finit par avoir une version potable, et là, on continue de le peaufiner. Je dirais, toute cette inefficacité, toute cette possibilité de perdre du temps, de cette façon de penser, de réfléchir, ben ça va nous permettre quoi? Ça nous permettra d'améliorer nos forces, que ce soit la créativité, la flexibilité, le leadership, l'empathie, le jugement, la résolution de problèmes, etc., etc. Mais pour ce faire, il va falloir oser, il va falloir tenter des choses, il va falloir être audacieux, accepter de se tromper, d'avoir des tentatives, des brouillons, des essais, des esquisses, et ça, j'en parlerai dans un autre balado. C'est un nouveau monde qui s'offre à nous. La collaboration sans précédent entre l'intelligence humaine, l'imagination humaine et les robots. Lorsque Deep Blue a battu le champion d'échecs Kasparov, on était convaincu que c'était terminé pour le jeu d'échecs puisque l'intelligence artificielle, l'ordinateur, était meilleur que l'humain. Par contre, lorsqu'on parle d'alliance entre l'imagination humaine et la puissance de l'intelligence artificielle, ça a donné lieu quoi? À Kasparov et un ordinateur avec un autre champion d'échecs et son intelligence artificielle. Et tout d'un coup, on assistait à une possibilité de jeu d'échecs illimité, extraordinaire. Le meilleur diagnostic qu'un médecin pourra offrir à un patient, ben, ce sera issu avec l'association avec l'intelligence artificielle. Le patient en question, qu'est-ce qu'on veut? On veut un diagnostic précis, rapide, parce qu'on va avoir les meilleures solutions pour intervenir. Nous allons travailler avec l'intelligence artificielle. Et ma question, c'est, êtes-vous prêts? Si oui, ben, soyez contagieux, parlez-en autour de vous. Sinon, si vous avez l'impression que je parle un langage étrange lorsque vous m'entendez parler de la 4e révolution industrielle, de ce bouleversement qui est autour de nous, ben, ce qui me rassure, c'est que si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est parce que vous savez, vous comprenez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et vous avez espoir d'être capable d'apprendre. Mais la beauté, comme on est au début de l'aventure de la 4e révolution industrielle, personne n'est dépassé. Ça donne des ailes. Ça crée l'enthousiasme, c'est ça qu'on veut. Il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités que ça peut donner le vertige. Il faut juste apprendre à s'orienter à travers cet immense film planétaire qui s'offre à nous. D'ici là, je vous invite à être curieux. Allez sur YouTube ou Wikipédia, la télé nationale, allez fouiller sur la 4e révolution industrielle. Mais faites attention, évitez les prophètes de malheur. Oui, il faut comprendre le côté obscur. Oui, il faut comprendre que plus vite on adopte l'intelligence artificielle, la 4e révolution industrielle, plus vite on sera en mesure de l'orienter pour que celle-ci soit au service de l'humanité et que l'humanité soit au cœur de toute cette nouvelle révolution. Donc, si vous aimez ce genre de podcast, ben, je vous invite à me laisser des commentaires, à le noter. Je vous invite à aller voir mon site web, hugodubé.com. Il y a mon infolette, le lien vers ma page Facebook Pro. Comme ça, on reste en contact. Et puis, ben, d'ici là, je vous dirais,
Allez, faites-le, commencez par commencer. On est au début de l'aventure et il faut en profiter. Merci, à très bientôt.